Ces items qui font partie de l'histoire de Dragon Ball et qui peuvent coûter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de francs. Aujourd'hui, je t'amène chez mon pote Xavier à Zurich qui possède la plus grosse collection de celluloïdes que je connaisse. Yo les potos, c'est Sandoval. Alors voilà, je suis bien arrivé à Zurich où je suis en présence de mon pote Xavier que j'ai rencontré récemment sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Xavier qui est probablement le plus gros collectionneur de celluloïdes et dougas de Suisse. Merci Xavier de nous accueillir et je vais profiter aujourd'hui de sa science et de sa collection pour vous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est qu'un dessin. Avant tout, salut Xavier. Salut Aldo, merci d'être ici, ça me fait plaisir de te recevoir chez moi. Bienvenue. J'ai déjà un peu maté sa collection, vous verrez, c'est une dinguerie absolue. Avant tout, pour commencer, j'ai amené un petit item que j'ai acheté récemment sur des enchères au Japon. Ça, c'est un storyboard des épisodes de Dr. Slump. Xavier, toi le spécialiste des outils d'animé, explique-nous en quelques mots à quoi ça sert une storyboard. Très cool, ouais, t'as acheté des très beaux items. En plus, t'as les vieilles agrafes comme ça qui montrent bien que c'est des trucs d'origine. Les storyboards, souvent, en plus, beaucoup de personnes les collectionnent et les ont photocopiés et les revendent un peu comme des faux. Toi, on peut voir que les tiens, ils sont vraiment bien usés comme il faut. Il y a des notes à la main et tout, donc c'est vraiment cool. T'as acheté vraiment un bel item original et vrai. Le storyboard, un peu, pour faire court, c'est le manuel au fait de l'animateur. C'est-à-dire que ça va être vraiment les keyframes qui vont être montrés, qui vont apparaître sur le storyboard et on va dire là, il va se passer ça c'est plus ou moins le dessin. Tac, 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 ça va s'enchaîner et du coup, les animateurs, les key animators vont devoir faire les frames principaux et ils vont ensuite déléguer les frames intermédiaires à leurs collègues qui vont ensuite faire les autres frames un peu moins importants, qui vont devoir meubler entre au fait les images qui vont apparaître sur ton storyboard. Incroyable. En gros, c'est un peu le lexique, la construction de l'épisode, quoi. Exactement. Ouais. C'est comme le manuel quand tu achètes un Lego et que tu dois construire le Lego. Ben en fait, tu as les images et puis petit à petit, tu dois savoir assembler ça, ça et ça. Donc en fait, tu dois passer d'une image à l'autre. Ben là, c'est ça. Trop stylé. Donc ben voilà, ça c'était juste pour commencer la mise en bouche. Donc un épisode de construction, ça se commence par ça, mais après il y a les pièces maîtresses, les pièces qui aujourd'hui deviennent de plus en plus prisées. Comme je l'ai déjà dit, toi tu as une collection de zinzin, vraiment elle est incroyable. Aujourd'hui, il y a souvent 3 termes qui ressortent, c'est douga, Genga, celluloïde. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement, avec tes mots, c'est quoi la différence entre ces 3 types de dessins? Alors, c'est les 3 principales productions, on va dire, des animateurs. On va d'abord passer par l'étape du Genga, qui est le dessin préparatoire, sur lequel on va mettre toutes les notes dessus, qu'est-ce qu'il faut, quelle couleur ce sera ci, quelle couleur ce sera ça, qu'est-ce qu'on veut montrer exactement, qu'est-ce qui devra être en fait exécuté sur le celluloïd final. Donc là, je t'ai sorti un Genga sympa, je pense qu'il devrait te plaire, un SSJ3 classique de Goku avec plein de notes écrites à la main, où on voit les différentes couleurs, où on explique qu'est-ce qui est quoi. On voit aussi les stamps, parce qu'ils ont des stamps surtout qui sont exactement tout le temps un peu les mêmes, qu'on utilise, parce qu'il y a tellement de frames en fait par seconde, que du coup, le travail doit être fait entre guillemets rapidement. Donc on va expliquer avec un stamp, ça c'est le t-shirt, ça c'est la peau, comme on peut voir ici. Et donc comme dans les équipes, souvent il y a aussi bien des personnes qui parlent anglais que des personnes qui parlent japonais. Et ben le stamp, au fait, il a les 2 langues dessus. Tu vois aussi lip sync qui expliquera qu'au fait du B3 jusqu'à la fin, jusqu'au B3 final end, et ben ce sera la bouche du personnage qui va bouger. Donc ça explique un peu qu'est-ce qui va se passer dans cette scène-là. Mais ça c'est un dessin qui ne peut pas être utilisé pour le celluloïd. Ça va être avant de créer le douga. Le douga va être le dessin qu'on va ensuite Xerox, c'est une flasheuse, c'est la marque, c'est Xerox, qui était la marque la plus populaire. Et donc la flasheuse, elle va utiliser le douga. Je vais te sortir peut-être l'exemple aussi qu'on a sélectionné ensemble de ma collection. Donc ça, c'est un douga de Gohan qui retire la Z-Sword. Et donc la flasheuse va passer ce douga-ci à l'intérieur et va marquer, tous les traits noirs vont être marqués sur le celluloïd. Donc le celluloïd, les traits noirs ne sont pas dessinés à la main, mais ils sont flashés dessus. Ah, incroyable. Donc là déjà, tu viens d'expliquer une anecdote qui est ouf. C'est flashé, donc après, pour créer le douga, c'est là que rentrent en piste ce qu'on appelle les colorieurs. Les coloristes, ouais. Les coloristes. Donc le douga, souvent, c'est un travail qui est très minutieux, qui est fait très précisément parce que c'est vraiment ce qui va ressortir, et les traits qui vont ressortir à l'écran sur le dessin. Ouais. Et donc là, par exemple, il y a 2 dougas parce qu'il y a 2 layers sur le cellulo que je t'ai sorti. Un layer avec l'aura de Gohan et un autre layer qui est Gohan au complet. Donc là, par exemple, ici, on peut voir. C'est ouf. Tac. Ce premier layer-ci avec l'aura.
et le deuxième layer qui est Gohan, qui est en train de sortir la Z-Sword. Une autre chose aussi qui est intéressante aussi à préciser, parce que comme on a expliqué, c'est qu'en fait, c'est que les cellulos sont peints au dos. Ouais, ils sont peints au dos. J'avais une question qui vient, d'ailleurs là, ça va confirmer ma question. Comment ça se fait que des fois que les cellos sont collés au Douga? Exactement. En fait, à la base, les Dougas et les cellos même sont pas faits pour être revendus, ou ils étaient pas créés en tout cas dans un but de pérennité. Ils ont vraiment été créés pour la production. Après, il fallait soit on les stockait, soit l'animateur les gardait chez lui parce que ça emmerdait le studio de le garder, soit il les donnait à des copains, soit ils étaient jetés à la poubelle. La fameuse histoire du on fout les poubelles de Toei pour retrouver les cellulos. Ils sont pas séparés par des petits papiers comme ça, des bacs de polypropène comme on utilise chacun chez soi. Et du coup, le cellulo se retrouve avec le temps et les variations de température, la peinture qui est au dos va se retrouver collée sur le Douga. C'est pour ça aussi qu'on a pris cet exemple qui est intéressant, parce que tu peux voir en fait sur le Douga ici qu'à un moment donné, le cellulo a été légèrement collé sur ce Douga. Et c'est là que ça peut changer, c'est qu'il y a des variations des fois de niveau auquel ton cellulo peut être collé sur ton Douga. Des fois, c'est irrécupérable, des fois, c'est légèrement récupérable, et des fois, c'est parfaitement récupérable. Et des fois, tu trouves des Dougas qui sont en très bon état, des Dougas qui sont un tout petit peu imprimés, comme celui-ci. Donc tu peux voir ici qu'il a été imprimé. Il a sûrement d'ailleurs été collé un tout petit peu décalé par rapport au peg hole ici qu'on voit. Et ensuite, on arrive au stade final où justement, on a fait la peinture sur les dessins, sur le Douga qui a été flashé, et on retrouve le résultat final qui est le frame qu'on voit à l'écran au moment où on met pause. Exactement. Voilà, c'est ça la conclusion que je voulais en faire, c'est qu'au final, donc nous, ce qu'on regarde devant nos écrans, c'est ça. Ce qu'on filmait. C'est une photo de ça. Une photo de ça. C'est des photos en fait, c'est ça. C'est des photos de dessin. C'est plus qu'un film, c'est carrément des photos, l'une après l'autre, tac, 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 des images par seconde, les FPS, frame per second. Chaque frame est un dessin différent. Donc ça explique déjà pourquoi, des gars comme toi et moi grand fan de Dragon Ball, toi gros collectionneur de manière générale de toutes ces planches-là, principalement Dragon Ball. Mais je tenais à préciser qu'il a d'autres licences incroyables comme du One Piece, du Pokémon, il a du Ghibli. Sa collection elle est juste oufissime. Bref, j'en reviens quand même au truc de base. Ces pièces-là, pour nous, ça fait partie de l'histoire. À un moment, tu as parlé qu'elles étaient amenées à être jetées. Il y avait des quantités astronomiques, donc ils ne savaient plus quoi en faire. Mais aujourd'hui, plus de 30 ans, presque 40 ans après, c'est des pièces d'histoire. Elles sont toutes uniques, elles ont toutes contribué à l'animer. Pour moi, c'est vraiment un truc de zinzin. Que ça a failli partir à la poubelle, c'est juste inconcevable, quoi. Et moi, quand j'ai commencé à collectionner il y a, 12 ou 13 ans, en fait, je suis vraiment tombé sur les cellulos par hasard, mais jamais de la vie, je pensais que je pouvais être propriétaire d'un frame du dessin animé, de l'animé que j'ai vu quand j'étais jeune. Pour moi, c'était juste surréaliste, tu vois. Et au fait, de me rendre compte, il y en avait tant que ça qui ont été déversés dans le public, que ce soit par des donations que les animateurs ont fait, par les gens qui ont fouillé les poubelles. Moi, je trouve que ces histoires, elles sont dingues. Et le fait que ces choses arrivent sur le marché, que le studio l'ait voulu ou non, ça reste quelque chose qu'on se doit au fait de préserver, parce que moi, en tant que collectionneur, je trouve que cet objet, il a pas seulement une valeur monétaire, mais qui a aussi une valeur historique qui pour moi est hyper importante. Et je trouve que c'est important en fait que, en tant que collectionneur, quand tu as un objet comme ça, que tu en prennes soin et que, on espère, tu puisses le passer à d'autres générations qui eux aussi en prendront soin. Ça, c'est sûr. Et j'adore, tu as su mettre, je trouve, vraiment des mots dans ce qui s'est passé dans ma tête. Moi, j'ai aussi acheté mes premiers achats, c'était un Douga. Je savais pas ce que j'achetais. Par hasard, sur Internet, un jour, j'ai vu un mec qui vendait des Dougas. Je savais pas ce que c'était. Et je vois des dessins, je suis wow, ils sont ouf ces dessins. C'était sur eBay que j'ai pris contact, c'était un gars de Genève et tout. Et puis puis un jour je comprends, je m'intéresse, je tape un peu sur Internet, Google, c'est quoi un Douga? Puis je comprends que c'est une planche originale. Et puis je vois, c'était un prix de ouf. Alors en 15 ans, les prix ont encore bien explosé. Mais je dis, attends, mais en fait, mon balai du prix, quoi. Je me rends compte que là, j'ai un truc de malade, quoi. Moi qui veux des items qui ont fait partie de l'histoire Dragon Ball, là, j'en ai un dans mes mains. Et c'est l'histoire. J'ai l'impression d'avoir le dessin animé chez moi, dans mes mains. Et c'est exactement, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le plus proche possible qu'on peut être avec le manga, parce qu'on sait que c'est juste impossible d'avoir la planche originale du manga dessinée par Toriyama. Apparemment, c'est impossible. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'est sous-scellé par la Toei, c'est impossible. Donc, on peut pas faire plus gros. Merci pour toutes ces explications, Xavier. Franchement, c'était ouf. C'est super bien expliqué. Donc, si je résume très rapidement, au début, on a des gens qui s'occupent sous la base de storyboard qui créent donc des Gengas sur lesquels on met plein d'informations. Une fois que celui-ci est finalisé, on crée le Douga. Sur la base du Douga, on crée le cellulo. Et grâce au cellulo, on crée l'animé. Donc là, déjà, on a vraiment
je crois tu as très bien résumé comment on construit un épisode d'un animé, mais il y a un truc qu'on a gardé ici. Si vous vous intéressez un petit peu à collectionner ce genre de planches, on parle parfois de douga avec fond matching. Et ça veut dire quoi? Alors le fond matching, c'est très important. Ça ajoute beaucoup de valeur au fait au cellulo que tu as, parce qu'il faut se rendre compte, souvent un fond est créé et il y a une séquence d'images qui va avoir lieu sur ce même exact fond. Donc en fait, ça veut dire que les cellulos vont passer à 1, à 2, à 3, etc. Ils vont évoluer, le personnage va bouger ou se battre ou parler, mais le fond va rester le même. Donc il y a beaucoup moins de fond que de cellulos qui existent. C'est ça, parce que pour une scène, par exemple, qui peut durer peut-être, je sais pas, 10, 15, 30 secondes, tu pourrais avoir un fond pour des centaines de cellulos, par exemple. Possiblement, exact, possiblement. Et donc souvent, ton cellulo ne sera pas matching. Dans 90% ou 95% des cas, même ton cellulo ne sera pas matching. Tu auras soit ton cellulo que tu pourras acheter à un autre collectionneur sans fond, soit tu pourras avoir ce qu'on appelle un fond non matching, qui peut être ou non du même animé, mais qui peut être aussi pris d'un autre animé. Souvent, par exemple, il y a des animés qui sont moins populaires, qui n'ont aucune valeur quasiment, et donc dont on prend les fonds et on les met derrière des cellulos. C'est ce que les gens font, en tout cas dans certaines maisons de vente ou certains collectionneurs privés, pour des raisons de présentation, pour que ce soit plus joli quand tu le postes ou quand tu le montres. Ben on va montrer sur un fond et on va dire le fond est non matching, mais le cellulo sera plus joli que sans fond. Sinon, tu vois les mains de la personne qui le présente, etc. C'est pas forcément aussi esthétique. Et tu as le Saint Graal qui est le fond matching, et donc qui est le fond avec lequel le cellulo apparaît sur ton écran, et qui est le cas de celui-ci, avec ce fond Tenkaichi avec Mighty Mask et C18. C18, exactement. En finale, il y a Hercule qui se cache pas loin sur cette scène. Scène incroyable, ouais, vraiment scène incroyable. Et donc tu peux voir le travail qui est tout aussi dingue au fait pour faire les fonds, parce que ce fond aussi à l'écran, si tu montres l'extrait, il va pas rester des centaines de secondes. Et le travail qui a été fait, le niveau de pointillisme ici, le niveau des réflexions, les ombres portées au sol, etc. Ça reste des choses qui prennent du temps à réaliser, et puis un animateur a fait ça à la main. À la main. Tout est fait à la main. Exactement. Donc en fait, avoir un cellulo accompagné d'un background, des fois on appelle ça un background aussi, c'est juste? Le background, c'est le fond. Le fond, c'est donc la traduction anglaise. Le background. Donc posséder un background, c'est hyper cool parce qu'il y en a beaucoup moins que celluloïdes. Et avoir donc un cellulo accompagné de son background matching, ça augmente la rareté et ça veut dire vraiment là, t'as la séquence complète devant les yeux. Et moi qui commence à avoir l'habitude de voir de très très belles pièces de très belle qualité, c'est ouf. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais en fait voilà, j'ai vraiment l'animé dans les mains, devant les yeux, et ça c'est oufissime. Si je peux faire une petite comparaison aussi amusante, parce que moi je m'intéresse pas mal aux montres aussi, c'est comme quand tu achètes une Rolex et que t'as pas la boîte, tu vois. Okay. Tu peux acheter une Rolex qui est une vraie Rolex, et tu peux porter ta Rolex, avoir peut-être ton certificat Rolex ou peu importe, mais tu peux peut-être ne pas avoir la boîte. Et si tu as la boîte, bah, c'est un peu comme avoir le fond matching. C'est un peu tout l'ensemble qui se met. Alors, le Saint Graal en plus, ce serait d'avoir le Keymaster 7, c'est-à-dire d'avoir en plus les dougas qui viennent avec, potentiellement d'éventuels Genga, d'avoir un peu le plus possible de choses qui vont avec ton cellulo. Mais déjà, le cellulo avec le fond, c'est entre guillemets un accomplissement. Tu as l'ensemble déjà des choses qui vont avec. Et c'est plutôt une bonne chose à avoir. C'est plutôt, en vrai, c'est le Graal quoi. En tant que collectionneur, enfin, c'est le Graal absolu. Non mais je comprends. Jolie métaphore, jolie comparaison. Donc incroyable. Merci de toutes ces explications. En tout cas, moi, tu m'as vachement éclairé sur l'importance, la qualité de chaque pièce, c'était ouf. Merci. Écoute, c'est rien, j'espère que je t'ai aidé et que j'ai pu expliquer en tout cas. J'espère que vous avez kiffé ces explications et que vous comprenez maintenant pourquoi les prix sont en train de s'envoler en fait. Posséder un bout de l'histoire de Dragon Ball, c'est juste oufissime. Et puis malheureusement, oui, il y a un prix, même que pour moi, ça n'a pas de prix. Quoi. Pour nous faire kiffer jusqu'au bout, Xavier, je remercie. Je t'ai demandé quelle est ta masterpiece, ta plus belle pièce Dragon Ball, et je te laisse parler. Écoute, ouais, donc pour moi, ma plus belle pièce Dragon Ball, c'est le cas qui me touche le plus et puis qui pour moi me rappelle plus de souvenirs en étant enfant, c'est ce pan de Shenron qui est énorme. Il fait 2 fois la taille du Gohan presque. Il est en super bon état comme tu peux voir, hein, et très peu, si ce n'est 0 fading quasiment, très peu. Donc 0 fading. Et c'est-à-dire que le Xerox, donc les traits de noir ne sont pas encore passés au jaune. Ouais, et qui après l'étape après du jaune, c'est la disparition. Et là, à ce moment-là, tu as un sel qui est défoncé. Mais non, donc le noir est encore vraiment très visible. Elle est en état
tip top, irréprochable. Et puis c'est Shenron. Pour moi, Dragon Ball, le but ultime de Dragon Ball, c'est de réunir les Dragon Ball et donc d'invoquer Shenron. Il y a très peu de frames de Shenron qui apparaissent dans Dragon Ball. C'est un peu toute l'intrigue de Dragon Ball tourne autour de Shenron au final. Ouais. C'est un peu l'objectif final. Quand il y a un problème, on a besoin d'invoquer Shenron. Quand on a des amis qui sont morts, on a besoin d'invoquer Shenron. C'est la pièce maîtresse, c'est ta pièce maîtresse. Elle est juste incroyable. En plus de ça, la taille, elle est géniale. La qualité, elle est ouf. Je suis émerveillé d'avoir quelque chose comme ça devant les yeux. Franchement, je suis privilégié. Merci de nous partager une pièce de musée. Et une pièce comme ça, donc Xavier, aujourd'hui, à combien tu l'estimerais? C'est très difficile à estimer. Moi, j'ai acheté ça il y a longtemps. Il y a très peu de choses sur le marché, donc c'est des choses qui sont quasiment introuvables. Donc, on peut pas vraiment comparer à la semaine passée, quelque chose de similaire s'est vendu, c'est la même chose. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas vendeur. Hein. J'ai acheté ça par coup de cœur et c'est une pièce que je suis hyper content de garder et j'ai vraiment pas aucune autre intention pour ça. Certaines personnes m'ont mentionné des prix entre 30 et 50 000 francs. Je sais pas si on est dans ces prix-là, peut-être. Ouais. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas de savoir et je suis heureux avec. Ouais, mais et garde-le précieusement. Et j'ai pas ton expertise, t'as beaucoup plus d'expérience que moi dans le celluloïd, mais pour avoir suivi des enchères récemment, à mon avis, ton chiffre m'a l'air fondé. Je pense qu'aujourd'hui, des gens seraient prêts à mettre ce prix pour une pièce pareille, quoi. Mais tant mieux pour toi, tu l'as eu il y a fort longtemps, au bon moment, et c'est ultra cool. Moi, ça me fait plaisir que ce soit chez toi, parce que déjà j'ai pu la voir et j'ai même pu la toucher avec les doigts. Mais c'est ouf de savoir qu'aujourd'hui, l'ampleur que ça a pris, enfin c'est zinzin quoi, c'est vraiment... C'est vrai qu'il y en a très peu, en tout cas à ma connaissance, dans le milieu des collectionneurs, des pannes de Shenron comme ça, de cette qualité, il y en a 2. J'aimerais bien en voir d'autres, ça me ferait plaisir, mais il y en a 2 et j'en ai un des 2, donc je suis content. Donc ce prix est justifié. Montrez-moi vos pannes de Shenron si vous en avez d'autres, ça fait toujours plaisir à voir, c'est incroyable quoi. Et profitez d'en mater un, même si c'est à travers cette vidéo, ça veut dire que c'est une chance ultime de voir ce pan de Shenron. Incroyable. Merci Xavier de nous présenter cette masterpiece. Mais aujourd'hui, je suis venu également pour quelque chose. J'ai gardé exprès cette vidéo pour découvrir ce qui va devenir pour moi ma masterpiece en termes de cello. J'ai acheté récemment aux enchères sur Aibo Art Auction. C'était quand déjà? Je crois que c'était au mois de juin, purée, déjà au mois de juin 2025. Donc j'ai fait une enchère d'un coup de cœur parce que ce genre d'investissement, ça se fait souvent au coup de cœur, d'un dessin que j'ai pas encore vu en vrai, que je viens de recevoir et j'ai investi, donc c'est mon plus gros investissement, j'ai la facture sous les yeux, cela tout inclut taxes, frais, 3328 €. Donc on est encore loin des 35K du Shenron, mais pour moi c'est déjà une dépense insensée. Mais j'ai eu un coup de cœur pour 2 raisons, parce que j'ai eu l'occasion d'acheter un Goku, un Kids Goku, lors du tournoi du Budokai Tenkaichi et là on est sur un cello avec le fameux background matching, donc sur une pièce absolue, et là voilà, je la découvre pour la première fois et j'ai juste tellement bien fait. C'est mon meilleur investissement, c'est les 3000 €, ça ne sert à rien du tout, ça vaut beaucoup plus, il est ouf, il est oufissime. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Moi, je trouve que c'est une très belle pièce. Mais d'ailleurs, quand tu m'as parlé de ce cellulo, je t'ai dit, moi, il m'intéresse aussi, je pense miser. Et je crois qu'on a discuté à peu près, parce qu'on aime bien entre collectionneurs discuter entre nous, dire combien tu penses aller pour pas se marcher dessus l'un l'autre. Et on s'est clairement mis d'accord que toi, t'étais prêt à aller beaucoup plus haut que moi sur ce cellulo. Pas pour des raisons, parce qu'il vaut. Moi, j'avais pas forcément la trésorerie à ce moment-là, mais c'est une très très belle pièce et je suis content de savoir où elle a atterri. Ah bah, je te remercie, je suis ému. Un truc qui... Bon, alors le dessin est juste extraordinaire, la scène, elle est incroyable, c'est un moment cultissime. Si je me souviens bien, là, il y a le public qui tombe par terre. Je crois que Son Goku était en retard. Et puis il arrivait, je sais plus s'il bouffait, mais si je me souviens bien, non, il faisait une sieste. Et puis il arrive à l'arrache à son combat en pensant qu'il avait abandonné, mais non, pas du tout, il revenait juste d'une sieste. Je vais vérifier ce que je vous dis là. Pièce ultime, size normal. Par contre, un truc qui me fout les boules, il y a plusieurs couches, je vois. Et là, je crois que la bouche, elle est collée, donc il faut pas que je force. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non, il faut pas forcer. Je vais pas forcer. Je pense pas qu'elle est sur la même couche que le public. Non, si, je crois bien. Alors, c'est pas sur la même couche, mais elle est collée quand même. La couche sur laquelle la bouche est dessinée est là, en dessous de ta couche avec le public. Et donc, par conséquent, je pense qu'elle a dû coller avec le temps. C'est d'usure, ça arrive tout le temps. C'est d'usure. Donc là, en fait, le cello, il est sur 3 couches. Il y a, je crois, le commentateur, le Goku. Il y a une deuxième couche, je crois, juste avec la bouche et les petites larmes. Et puis la troisième couche avec le public. Bref, et le fond matching. J'ai un fond matching du Budokai
Kaita Kenshi, c'est Saint Graal. Et franchement, je suis comme un ouf, mais je suis trop heureux. Pour moi, ça, c'est vraiment masterpiece. C'est une très belle pièce, c'est une masterpiece. Et puis bon, les kits Goku, c'est toute notre enfance, en fait. Hein, c'est toute notre enfance. Ouais. Bon, bah si c'est validé par Xavier, c'est bon, je suis heureux. C'est un homme heureux. Avant de conclure cette vidéo, merci infiniment à Xavier de m'avoir accueilli chez toi et de m'avoir donné toutes ces explications sur ces objets de production. J'espère que tu as kiffé ces explications et qu'elles t'aideront à mieux comprendre les objets de production. Si toi aussi tu as des items qui font partie de l'histoire de Dragon Ball, et si oui, lesquels, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu as kiffé cette vidéo, surtout, n'hésite pas à la liker, lâcher un commentaire, mais surtout, abonne-toi. Chaque abonné de plus, ça fait tellement plaisir. Gros bisous. Gros bisous.